Bonsoir tout le monde. Il y aura peut-être quelques diapos un peu sombres. Enfin, celle-là, ça sera une des seules, je pense. Quand on regarde les étoiles, forcément, c'est un peu sombre. La lumière pose des problèmes. Donc, on va parler. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites jusqu'à présent. Certaines fois, ça risque d'être redondant. Je vais essayer de donner d'autres aspects par rapport à l'idée de faire une extinction en milieu de nuit. Ce diaporama, c'est un diaporama qui a pas mal tourné au niveau des communes pour essayer de voir quels sont les avantages de faire une extinction en milieu de nuit et de les valider toutes, enfin en tout cas de toutes les regarder les unes après les autres. Mais ce qui est d'abord important en premier, c'est que quand on veut éteindre sur sa propre commune, c'est important d'avoir une vision globale. C'est-à-dire qu'on vit dans un département, dans un pays, sur la Terre, et quand on consomme de l'énergie, cette énergie, elle arrive de la Terre. C'est-à-dire que nous sommes sur la Terre et la quantité d'énergie dont nous disposons, elle est limitée. Et c'est très très important d'avoir cette vision-là dès le départ. Quand on regarde cette photo, alors c'est une... J'ai appris ce soir qu'il y avait peut-être une petite ambiguïté sur cette photo, mais c'est pas grave parce que les chiffres sont là de toute façon. C'est une image satellite qui présente en 92 l'Europe vue de nuit et 10 ans, enfin même presque 20 ans plus tard, en 2010, et on s'aperçoit que la quantité de lumière qui est émise vers le ciel, vers l'espace, merci, est quand même beaucoup plus importante. En 10 ans, 30% d'augmentation au niveau de l'éclairage public. C'est très très gros, c'est un chiffre qui est vraiment très fort. Et dans toutes les consommations d'énergie, c'est une des consommations les plus importantes. Voilà, là on le verra peut-être mieux. Alors on s'aperçoit qu'il y a des zones qui sont déjà suréclairées en 92, on voit la Belgique, l'Angleterre, et on voit que la France ou l'Espagne n'est pas du tout éclairée. Et c'est quand même intéressant, même si la photo peut-être n'est pas tout à fait bonne, il y a eu quand même une quantité de villages, et nous on l'a connu au niveau de notre département, une augmentation du nombre de points lumineux dans les territoires ruraux. Donc ça c'est une cartographie colorée qui permet de voir un petit peu là où ça a augmenté. On s'aperçoit que quasiment dans l'Europe entière on a eu une augmentation assez conséquente. Voilà, alors les historiques je serai extrêmement bref. Juste une date qui me paraît importante, c'est que depuis le début de l'éclairage public, on a fait de l'éclairage pour la sécurité. Quand il n'y avait pas d'éclairage dans les villes, eh bien c'était, il y a très longtemps, donc au début du 19e siècle, quand il n'y avait rien, on considérait que c'était dangereux. Et ensuite, on a commencé à électrifier le pays, et donc éclairer les villes, et petit à petit éclairer les villages, dans un but de sécurité. Il faut obligatoirement pouvoir se déplacer correctement. Et puis, dans les années 80, l'économie du pays, il fallait obligatoirement pousser l'économie du pays. Et suite à l'exemple de Lyon, de la ville de Lyon, qui avait fait une mise en lumière extrêmement poussée, eh bien, le gouvernement de l'époque s'est aperçu qu'il y avait quand même une opportunité assez grande de pouvoir faire fonctionner le pays. Et l'État a beaucoup subventionné, beaucoup aidé, non plus la mise en lumière, voilà, je fourche, ma langue fourche, l'éclairage pour une idée de sécurité, mais vraiment une mise en lumière des villes. Et donc l'optique était totalement différente. On n'éclairait pas parce qu'il y avait un danger, mais on éclairait pour faire beau. Et à partir de là, vous comprenez que le nombre de points lumineux et de sources lumineuses est devenu extrêmement grand jusqu'à aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, depuis 5 ans, 10 ans quand même, quand on se retourne, quand on arrive maintenant à cette période-là et qu'on se retourne, on se dit peut-être que l'on a, excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est bon. Peut-être qu'on a vécu des années où, au niveau de l'électricité, on était très gâtés, puisque dans ces années-là, les centrales nucléaires venaient d'être fabriquées, elles fabriquaient beaucoup d'électricité, et il était nécessaire d'utiliser de l'électricité au moment où on n'en utilisait pas beaucoup, la nuit. Donc c'était un bon moyen, l'éclairage public, de pouvoir aussi faire dépenser l'électricité produite par les centrales nucléaires. Très rapidement, quand on regarde les chiffres, l'éclairage en France c'est 15%, mais il n'y a pas que l'éclairage public, loin de là. Il y a l'éclairage résidentiel, nos propres maisons,
10 terawatts, donc c'est juste pour le chiffre qui est intéressant. L'éclairage des activités tertiaires, là l'État demande quand même maintenant, parce qu'il s'est bien aperçu, hein, on nous parle beaucoup qu'il va falloir baisser les consommations d'électricité, mais ce n'est pas une idée en l'air, c'est que réellement, dans 20 ans, 30 ans, quand nos centrales nucléaires seront quand même bien vieillissantes, on ne pourra plus fabriquer la même quantité d'électricité. On voit la difficulté que l'on a aujourd'hui, enfin EDF, à fabriquer la nouvelle centrale nucléaire, l'EPR. Eh bien, il faut savoir quand même que dans 20 ans, 30 ans, notre capacité de fabrication d'électricité sera quand même moindre. Donc il est très important dès aujourd'hui de prendre les dispositions qui permettront de pouvoir... je suis désolé, l'ordinateur n'arrête pas de s'éteindre, de se rallumer. De pouvoir, donc l'État lui-même s'en aperçoit, de prendre des dispositions pour ne pas avoir à le faire d'un coup. Donc les 2 décrets que vous avez entendus, on ne les voit pas trop pour l'instant, parce qu'ils ont quelques années avant que ce soit une obligation. Mais dans 5 ans, quand on se retrouvera dans 5 ans, et bien quand on se promènera dans les villes, toutes les lumières des bureaux, les bâtiments qui restent allumés toute la nuit, les enseignes lumineuses qui restent allumées toute la nuit, seront éteintes. Et bien rien que cela, on économisera la consommation en électricité d'1 million d'habitants. Donc, vous voyez que ces chiffres sont quand même intéressants, juste en éteignant ce genre de choses. Donc, il y a quand même un impact extrêmement fort par rapport à nous, petits consommateurs, ou alors élus dans une commune qui est relativement petite, qui n'a pas une consommation colossale, mais on s'aperçoit que quand on fait les additions, eh bien là on arrive à des chiffres qui peuvent devenir très gros. Alors l'éclairage public, par rapport aux autres, il est petit, mais si on regarde l'augmentation, 30% d'augmentation en 10 ans, ben, il aurait vite fait, si on continue dans ce rythme-là, de dépasser les autres. Et dans le contexte actuel par rapport à l'énergie, eh bien, il y a vraiment une nécessité de devoir diminuer. Alors, l'Europe, avec évidemment le changement climatique, hein, les gaz à effet de serre, il y a une obligation aujourd'hui de faire très attention à l'énergie. L'énergie fossile va tenir encore quelques dizaines d'années, ensuite ça va devenir beaucoup plus cher, ça va être compliqué. Donc il est important dès aujourd'hui de faire attention à la fois à l'émission du gaz carbonique, du CO2, c'est ce qui participe au réchauffement climatique, augmenter la part de renouvelables, pour une raison très simple, c'est que, par exemple, pour nous, le nucléaire, ou pour les Allemands qui fabriquent beaucoup d'électricité avec du charbon, eh bien, ça ne va pas durer très longtemps. En tout cas, ce serait bien d'arriver à des systèmes qui permettent d'avoir quand même une énergie qui est renouvelable. Après, il y a la problématique de la fabrication de l'appareil lui-même, hein, qui pose peut-être encore aujourd'hui des problèmes, mais par les siliciums, on en a parlé cet après-midi, mais la technologie et la recherche aujourd'hui est à fond là-dedans, et il faut quand même, je pense, se dire que dans quelques dizaines d'années, les progrès auront été quand même très grands dans la part du renouvelable et dans la fabrication de matériaux. La transition énergétique, j'en parlais, hein, l'énergie fossile ne restera pas trop longtemps, donc tout ceci nous contraint quand même à devenir extrêmement, enfin quand je dis extrêmement, le plus sobre possible. C'est-à-dire continuer d'utiliser l'électricité, c'est important, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, on l'a au quotidien, la preuve, on ne serait pas là ce soir, mais par contre avec vraiment une sobriété, une efficacité accrue. Et ça c'est très important, parce que les nouvelles technologies, comme les LED, on en a parlé, la LED consomme très peu, elle ne chauffe plus. C'est plus un chauffage, quand on prend une ampoule à filament, on a 90% c'est de la chaleur. Donc c'est un chauffage en fait, la lampe en filament c'est un chauffage. Alors qu'aujourd'hui, la LED n'est plus un chauffage, c'est un système qui ne fait quasiment que éclairer. Et c'est très bien, c'est même formidable. Mais par contre, la problématique, c'est que la très faible consommation risque d'avoir un impact différent. C'est qu'aujourd'hui, on peut construire un point lumineux, on plante un poteau, un panneau solaire, une batterie, une lampe, et on peut la mettre où on veut. On peut la mettre en plein milieu du désert d'Atacama, on peut en mettre en plein milieu du désert d'Atacama, et le point lumineux marchera toute la nuit. Et là, ça veut dire que le fait aujourd'hui d'avoir développé des technologies qui sont extrêmement intéressantes au niveau de la consommation, il ne faudrait pas basculer aujourd'hui à multiplier les points lumineux parce que ça coûtera moins cher à la consommation. Donc, par rapport à la pollution, évidemment, lumineuse que ça va engendrer. Donc, ceci est très important, c'est qu'au contraire, il faut profiter en tant qu'élu et même chez soi, d'avoir des systèmes qui consomment très peu d'électricité, en profiter vraiment pour baisser réellement sa facture d'électricité, et donc sa consommation, et donc le besoin que l'on aura en électricité dans les années qui viennent.
Alors voilà, question, pourquoi réduire? Alors réduire, c'est comment je peux faire pour réduire à la fois ma facture, un petit peu tout, au niveau de mon éclairage public. La première des choses, c'est intéressant, si je prends 12 lampes de 150 watts, une avenue avec des lampes relativement puissantes, eh bien quand j'en compte 12, eh bien la consommation annuelle de ces 12 lampes, c'est la consommation d'une famille. Donc c'est pas négligeable là non plus, c'est quand même les points lumineux que l'on a dans nos villages, eh bien représentent une consommation électrique qui est loin d'être un petit détail. Donc quand on pense à ça, eh bien on fait très attention aux points lumineux. Et c'est très compliqué de faire l'éclairage d'un village, parce que tout le monde veut son point lumineux. Il est très important en tant qu'élu de savoir déjà que la consommation n'est pas négligeable, qu'il faudra la payer, et il faudra surtout fabriquer cette électricité, parce qu'aujourd'hui, si on met des points lumineux, ils vont y rester pendant des dizaines d'années dans le village. Donc il est quand même capital aujourd'hui d'avoir une vision à long terme, et une vision qui dépasse largement la dimension du village ou de la ville. Ensuite, juste un petit exemple, par rapport à un village de 500 habitants, par exemple, si on a 100 points lumineux à 120 watts, ça représente une consommation un peu plus de 5 000 €. Et on a de la maintenance, c'est important aussi, la maintenance qui est proportionnelle au temps d'utilisation. Donc on peut avoir 1 500 €. Ça peut être plus faible si l'éclairage est moderne, plus élevé si l'éclairage est un peu défaillant. Mais c'est en gros la somme que payera une commune. Donc on a cet aspect économique qui est important, là où on s'adresse à l'élu. L'élu sait très bien quand il a besoin d'équilibrer les comptes, quand il voit la dotation de l'État qui diminue, c'est quand même bien de savoir si on peut faire quelques économies. Mais il y a un aspect qui est très important aussi, qui est capital, et qui a été levé par les astronomes. Alors je fais partie du club d'astronomie de Gigouzac. Nous-mêmes, on est très regardants. Depuis quelques dizaines d'années, on voit les halos lumineux grossir. Mais bon, on se dit, on est quand même très particulier. Nous, on vit la nuit à côté de nos télescopes. Tout le monde. Mais c'est vrai qu'on a vraiment vu les halos lumineux devenir vraiment très très grands tout autour sur nos horizons, à l'endroit où on observe. Et ces astronomes ont dit, attendez, faites attention parce que ces halos lumineux deviennent vraiment très forts. Et à ce moment-là, on a commencé à se dire, oui, mais c'est vrai que ces halos lumineux, c'est de l'énergie, l'énergie, c'est des dépenses. Cette lumière envoyée, peut-être qu'elle peut avoir des impacts sur les animaux. Et là, toute une réaction en chaîne s'est faite. Et à partir de là, les entomologistes, notamment sur l'étude des insectes, qui eux faisaient un petit peu comme tout le monde, ils dormaient la nuit. Ils savaient très bien, ils savaient à peu près les animaux, les insectes qu'il pouvait y avoir à l'extérieur la nuit. Mais la vie elle-même des animaux, des insectes, ils n'avaient pas beaucoup... il y a très peu de recherches en fait dessus. Les recherches datent les plus anciennes, d'une vingtaine d'années, trentaine d'années. Plus tard, c'est très difficile. On n'a pas beaucoup de recherches. En fait, on pensait que la nuit, il n'y avait pas grand-chose. Et pourtant, depuis très longtemps, on sait que si on regarde des papillons, on en voit à droite, capturés par l'éclairage, on a à peu près 300 espèces de papillons diurnes en plein jour, on les connaît, ils sont très beaux, très colorés. La nuit, c'est vrai que quand on met une lumière, on en voit plein de papillons. Eh bien, sachez qu'il y a 5000 espèces de papillons nocturnes. La vie nocturne est colossale. Mais on ne s'en aperçoit pas parce que nos pauvres capteurs, nos pauvres yeux, nous, quand on sort, on ne voit rien. Mais les animaux se sont adaptés à cette nuit. Elle dure la moitié du temps sur la Terre, il y a beaucoup d'animaux. 30% des vertébrés, 60% des invertébrés vivent la nuit. Ce qui veut dire que cette vie nocturne est très, très forte, mais on ne la voit pas. Et aujourd'hui, les recherches sont quand même, se posent beaucoup la question de l'impact de ces lumières sur ces insectes. Imaginez-vous, l'insecte vit très peu de temps, mais ça fait des millions d'années qu'il existe sur la Terre. Ça fait 100 ans qu'on commence à peu près à éclairer les villes, 30, 40 ans qu'on éclaire les villages. Sur 1 million d'années, 40 ans, l'impact il est extrêmement court. On ne le voit pas cet impact. On ne l'aura peut-être que dans 50 ans, 100 ans, quand on aura du mal à voir un papillon nocturne. Là, on comprendra qu'on a peut-être fait des bêtises. Donc là-dessus, c'est extrêmement important de voir la courbe exponentielle de l'éclairage qui a son importance. Loin de moi l'idée de dire qu'il faille tout éteindre. Mais disons qu'au niveau de l'écologie, c'est quelque chose qui est très impactant. Très impactant. Si on regarde tous les animaux que l'on a là, qu'on connaît bien, on les voit assez souvent dans notre département, et bien que ce soit les chauves-souris. Alors les chauves-souris, il y en a certaines qui vont être attirées par les lumières. Alors on les voit sur les lampadaires passer, faire des va-et-vient. C'est souvent les pipistrelles qui volent assez vite, là, un petit mouvement un peu brusque. Elles adorent.
parce qu'elles n'ont pas peur de la nuit, pourtant elles sortent la nuit, mais la lumière, elles ont compris que la lumière, elle, leur amène des insectes, donc elles viennent manger là. En 1 heure, elles ont rempli, elles ont mangé, et bien elles re-rentrent, et elles ont complètement modifié leur fonctionnement. A l'inverse, d'autres chauves-souris sont rejetées par la lumière, elles ne supportent pas la lumière. Alors là, elles, c'est un gros problème, parce que leur territoire devient de plus en plus petit. Elles ne veulent absolument pas être dans un territoire lumineux. Eh bien, le petit rhinolophe, par exemple, c'est une chauve-souris que l'on trouve de moins en moins, sa population diminue, parce que son territoire de vie diminue beaucoup. Ensuite, si on prend le grand-duc, les batraciens, eh bien, tous ces animaux-là sont attirés par la lumière, beaucoup. Et donc, par exemple, le hibou grand-duc, la plus grande mortalité des hiboux grand-ducs, c'est dans les routes. Ils sont attirés par les phares des voitures ou par les lumières, donc ils volent à cet endroit-là, ils se font percuter par les voitures. C'est la plus grande raison d'extinction, de mortalité pour ces animaux. Donc on a quelque chose au niveau de la biodiversité qui est vraiment réel. Ça fait 20 ans que c'est étudié. Depuis qu'on s'est aperçu que la pollution lumineuse, en tout cas que la luminosité qui en dégageait, devenait assez importante. La dernière, les dernières recherches aujourd'hui, c'est la diapo suivante, c'est le système de fracturation, de fragmentation. Alors là, la carte que vous voyez en bas, c'est une carte de trame verte et bleue. Suite au Grenelle de l'environnement, on a cartographié la France quasiment aujourd'hui, avec des zones de biodiversité, ou des zones sauvages, où les animaux sauvages peuvent vivre. Et donc on en a trouvé beaucoup, et il fallait obligatoirement faire des corridors, c'est-à-dire des petits chemins, en gros, où les animaux sauvages pouvaient passer. Donc on a la trame verte, c'est pour les animaux dans la nature, et on a la trame bleue, c'est pour l'eau, tout ce qui est eau. Et à partir de là, on s'est dit, bon, mais très bien, on a nos trames vertes et bleues, nos animaux peuvent circuler, c'est parfait, on peut continuer. Et puis, toute la recherche sur la lumière a travaillé sur le fait qu'il y avait des animaux qui ne pouvaient pas. Il y avait de véritables barrières écologiques dues à la lumière. Si on prend l'exemple qu'il y a ici, le pont qu'il y a là, par exemple, dans la rivière ou le fleuve que vous avez en bas, vous avez des espèces qui vont être attirées par la lumière. Donc elles vont passer toute la nuit ici. Donc elles vont peut-être se retrouver avec... elles ne vont plus pouvoir chasser les mêmes animaux qu'elles trouvaient avant. Parce que peut-être que l'animal qu'elles chassaient, eh bien l'animal, lui, il était refoulé par la lumière. Et donc, on se retrouve, lorsque par exemple on éclaire un pont, à faire une véritable barrière écologique qui n'avait jamais été signalée jusque-là, et ce qui fait qu'il y a beaucoup d'espèces d'animaux qui ne passeront pas. Alors le jour, ils pourront passer, mais la nuit, notamment en hiver, ça dure suffisamment longtemps pour que cette barrière existe réellement. Et tous les animaux qui sont nocturnes, il y en a aussi dans l'eau, il y en a aussi sur Terre. Si par exemple on prend cette avenue-là qui est quand même un peu dans la campagne, pourquoi est-elle éclairée? Bon, peut-être qu'un jour ou l'autre, il y aura des maisons qui viendront. Et si par exemple vous avez une chauve-souris qui vit d'un côté, vous éclairez cette route, vous n'en apercevez pas. Enfin, pour vous, c'est quelque chose de complètement anodin, vous allez éclairer la route. Eh bien, une grande quantité d'espèces ne seront pas capables de traverser cette barrière lumineuse. Et donc, vous allez créer des barrières écologiques qui ne sont pas du tout notées aujourd'hui dans la trame verte et bleue. Et il y a, suite au deuxième Grenelle de l'environnement, on commence beaucoup à réfléchir sur une troisième trame, qui serait la trame nocturne, la trame étoilée, qui permettrait de pouvoir voir aussi les endroits par rapport aux zones, aux corridors, c'est-à-dire les zones où les animaux peuvent se déplacer, s'il n'y a pas des endroits où les animaux ne pourraient absolument pas se déplacer. Juste pour information, par rapport aux papillons, je parlais de 5000 espèces de papillons nocturnes, c'est vraiment très important, les papillons nocturnes vont s'alimenter dans les fleurs. Et ils participent aujourd'hui, on pense, entre 20 et 30% à la pollinisation. Donc, diminuer la quantité de papillons aujourd'hui dans nos territoires, c'est aussi diminuer la pollinisation. On parle beaucoup des abeilles, très peu des papillons de nuit, parce que c'est une recherche qui est très récente, mais c'est très important de voir qu'il y a quand même un impact qui est très récent, quelques dizaines d'années, mais qui pourrait avoir une répercussion très forte sur les années à venir. Je me dépêche. Alors voilà un exemple concret du Lot. Alors cette carte est un tout petit peu ancienne, c'est bien dommage, parce que depuis, alors c'est au sein du parc, pour ça que j'ai mis le logo, parce qu'il y a au sein du parc un travail extrêmement, un travail de qualité qui se fait au niveau de la protection du ciel. Et vous avez ici une carte lumineuse qui a été faite il y a 2 ans,
de la qualité du ciel. Alors le code de couleur est différent par rapport au code de couleur de tout à l'heure. Et vous voyez ici, avant 1h du matin et ensuite après 1h du matin. Et ça, c'est les extinctions que les communes font, notamment ici. Alors là, il y a un manque très fort, c'est que Limogne, qui est quand même pour le département une ville relativement importante, éteint la nuit. Et vous avez ici maintenant un corridor extrêmement fort, la nuit. Pardon. Voilà, je me mélange les pinceaux. Maintenant, un corridor extrêmement large qui s'est formé ici et qui permet à tous les animaux nocturnes qui ne peuvent pas vivre avec de la lumière autour d'eux, eh bien, ils vont pouvoir se déplacer. Les chauves-souris peuvent faire plusieurs kilomètres pour se déplacer, pour se nourrir. Donc, c'est très important et ça participe quand même à la biodiversité. On nous parle beaucoup de biodiversité, on nous demande de faire plein de choses, mais voilà un impact qui est quand même aujourd'hui très fort et que l'on ne connaissait pas. Alors, la santé des humains, on a parlé des animaux, mais nous sommes aussi des animaux. Et là, sur la santé des humains, les recherches, elles ne datent pas d'il y a 20 ans, 30 ans, elles datent d'il y a que quelques années pour les dernières, voire cette année. On savait que la lumière nous posait des problèmes. C'est-à-dire que garder, par exemple, une chambre allumée n'était pas très bon. Quand, par exemple, les enfants partent la nuit, on leur laisse l'allumer. Mais en fait, c'est pas bon du tout. Il se trouve que cette année, des recherches très poussées ont été faites par rapport aux capteurs que l'on a dans nos yeux. Et on a parlé de la mélatonine, cette enzyme que l'on sécrète la nuit, quand on a l'obscurité totale. Si on a la moindre luminosité, eh bien, les yeux captaient cette luminosité et empêchaient, avec l'hypothalamus, empêcher la sécrétion de ces hormones. Alors c'est très embêtant parce qu'elles sont capitales pour notre fonctionnement, pour notre équilibre. Et si on n'a pas cette sécrétion d'hormones, eh bien, petit à petit, on peut tomber malade, on est en dépression, enfin ça va pas, on va pas très bien. Alors des études ont été faites pour s'apercevoir qu'on a en fait un troisième capteur dans nos yeux. On connaît les bâtonnets et les cônes qui captent la lumière et l'image noir et blanc. Eh bien, on a des zones photosensibles qui sont très sélectives et qui sont directement associées à notre cerveau, à l'hypothalamus. Et ce sont ces zones extrêmement photosensibles à certaines couleurs, notamment le bleu, qui permettent la sécrétion ou pas de la mélatonine. Alors, pour information, un quart de la population en France vit dans une chambre, enfin dort plutôt, essaye de dormir la nuit dans une chambre avec un éclairage urbain qui rentre dans la maison et qui crée une luminosité dans la chambre qui ne permet pas de pouvoir avoir la luminosité, le noir suffisant pour pouvoir dormir. Alors c'est très embêtant, surtout quand on habite en ville, parce que là ça monte à un tiers des habitants en ville ont une chambre qui est éclairée, et donc cette zone sans photosensible, eh bien, empêche la sécrétion correcte de mélatonine. Et donc c'est un impact que l'on commence à comprendre aujourd'hui sur des maladies que l'on croyait relativement, je dirais, complètement même à l'opposé des problématiques liées à la lumière. Il y a... je ne les ai pas notées. Je ne sais plus. Bref, si vous avez des questions, peut-être qu'entre-temps je me rappellerai. Mais il y a des recherches sur ces dernières années par rapport à des maladies, notamment des maladies infantines, et on pense aujourd'hui que c'est beaucoup dû à la présence d'une lumière dans la chambre ou d'un éclairage que l'on appelle intrusif. Alors là, on voit l'exemple ici d'un éclairage intrusif, celui qui part à l'horizontale, il a été expliqué tout à l'heure, et cet éclairage horizontal eh bien, va éclairer les fenêtres ici. Et on a beau faire ce que l'on veut, si on a des volets en bois, il y aura toujours des fentes, et le jour va passer, enfin la lumière va passer, et donc on ne pourra pas dormir dans une chambre parfaitement noire. Le plus grave après, c'est toute la lumière qui va partir vers le haut et qui va réellement poser des gros problèmes aux oiseaux qui vont passer faire leur migration, puisqu'ils vont être extrêmement perturbés par ces lumières, ils se repèrent avec le ciel, mais s'ils sont éblouis par des lumières qui arrivent du sol, eh bien c'est un gros problème pour eux. Alors, pour nous, êtres humains, ça perturbe notre santé, mais ça permet aussi de voir ce que tout le monde ici a déjà vu. Une voie lactée formidable. Il suffit d'éteindre sa lumière, de se promener un tout petit peu la nuit dans le département du Lot pour voir des voies lactées absolument extraordinaires. Eh bien, sachez qu'on a en moyenne en France un enfant sur deux qui n'a jamais vu la voie lactée. Alors, il peut tout à fait vivre très correctement. Mais quand on a pris le temps de s'asseoir, un soir d'été, de s'allonger et de regarder le ciel et de s'apercevoir que c'est quand même qui
sont beaux, de communion avec la nature, que l'on peut avoir en plein jour en regardant des insectes ou en regardant des animaux ou la nature. Eh bien la nuit, ça fait partie de la nature aussi, c'est un patrimoine. Le Lot l'a parfaitement compris, puisqu'aujourd'hui, que ce soit le comité départemental du tourisme, les reportages télé qu'il y a pu avoir, on a parfaitement compris que le ciel est aussi un patrimoine qui est extrêmement important pour nous. Eh bien, défendons-le. Un bon moyen de le défendre, c'est de faire attention à cette lumière. Là, je passerai très vite sur, on en a parlé, sur la sécurité. Il y a des moyens très simples de sécuriser une route. Les catadioptres, ils n'éclairent pas, ils réfléchissent la lumière que vous envoyez. Généralement, on circule avec les phares en voiture, donc on voit très bien tous les obstacles, et c'est parfait. On peut parfaitement sécuriser la traverse d'un village avec des catadioptres. Et sur les vols, c'est la crainte beaucoup que l'on a, les vols, 80% se font le jour, quand vous travaillez. C'est embêtant. Et la nuit, quand vous êtes chez vous, c'est beaucoup plus rare. Et nous, par exemple, à la Bastide du Ver, cet été, nous avons eu 3 vols. La traverse est toujours allumée, on éteint la Bastide, mais la traverse est toujours allumée. Nous allons l'éteindre, mais avant de l'éteindre, on va sécuriser, pour que ce soit, c'est quand même la départementale la plus roulée dans le département. Mais les 3 vols qu'il y a eu, c'était la partie éclairée. C'était au bord de la route. Donc la présence de l'extinction, visiblement, en tout cas pour notre commune et pour toutes les autres aussi, n'est pas un facteur qui va augmenter les vols. Donc sentiment d'insécurité et l'insécurité. Le sentiment est très fort d'insécurité. Mais après on s'y habitue. Il y a beaucoup de personnes ici, je pense, qui habitent loin des éclairages publics et qui vivent parfaitement bien loin des éclairages publics. Ensuite, la solution, l'extinction au milieu de mur, on en a parlé, je vais aller vite là-dessus, eh bien 50% de la facture. C'est simple, on éteint. Tous les insectes qui étaient en train de voler, tous les batraciens qui se faisaient attirer par la lumière, je prends l'interrupteur, clac. On leur redonne la liberté. On fait des économies d'énergie, on pense à l'avenir, on redonne la liberté à tous ces animaux. Il n'y a jamais eu une pollution lumineuse une pollution aussi simple à régler. Et en plus, ça permet de pouvoir avoir, comment dirais-je, une logique qui est extrêmement intéressante par rapport à sa population, qui généralement comprend vraiment tous ces aspects-là, d'éclairer quand on en a besoin et d'arrêter d'éclairer quand on n'en a plus besoin. Dans le Lot, on a presque 70 communes qui ont stoppé l'éclairage. On a les très grandes villes, Saumur, qui économise aujourd'hui 30 000 habitants, qui fait une extinction complète, totale de la ville, et qui économise 80 000 € par an, ce qui n'est pas du tout négligeable. Alors, avant-après, vous avez la possibilité, quand vous éteignez aussi, si vous avez des gîtes touristiques, et si vous avez, vous aussi, en tant que, si vous n'êtes pas touriste, si vous avez envie de regarder le ciel, eh bien à minuit, quand tout s'éteint, on voit parfaitement le ciel, c'est très bien. Vous pouvez, avec la NPCEN, donc cette association, déclarer votre village étoilé. Ça ne vous coûtera strictement rien, juste un dossier à remplir. Mettre un petit panneau, comme il a été dit, pour prévenir les gens que la nuit, on traverse. Et on traverse prudemment d'ailleurs, parce que quand on ne voit pas, qu'on voit qu'avec ses phares, on n'est pas aussi comment dirais-je, rapide à traverser. Je vous montre juste cette petite vidéo qui est assez caractéristique. C'est la station spatiale. Si elle a peut-être eu une utilité, cette station spatiale, c'est peut-être d'avoir fait ces images-là. Ça ferait cher quand même pour ces images, mais il n'y a pas beaucoup d'autres utilités. Mais surtout quand on voit combien de lumière on envoie dans le ciel. C'est énorme. En fait, on s'aperçoit que quand même, la nuit, eh bien, on a une quantité d'énergie colossale qui part vers le ciel. Alors ce n'est pas que le problème de regarder les étoiles, c'est de se dire qu'on pourrait quand même être beaucoup plus sobre, faire beaucoup plus attention, cela a été dit, d'utiliser des systèmes d'éclairage qui n'éclairent que ce que l'on veut éclairer, c'est-à-dire les routes, sans éclairer ni les fenêtres ni le ciel. Et de cette manière-là, ça permettrait de pouvoir envisager les années à venir tout à fait sereinement par rapport à la fabrication, aux possibilités que l'on aura de fabriquer de l'électricité. Voilà, je vous remercie.